Benjamin Boivin, c'est pas spécialement valorisé aujourd'hui d'obéir, hein. On parle de leadership aujourd'hui, mais on pourrait penser que l'autre versant de ce concept-là, c'est l'obéissance. Comme si l'obéissance était nécessairement un aveu d'incapacité, de docilité infantile, ou pire, de servitude volontaire. Est-ce que c'est une impression que tu partages? Ouais, je pense que dans notre société, là, depuis quand même un certain temps, là, de manière générale dans la civilisation occidentale, notre rapport à l'obéissance est vraiment pas facile. On a de la difficulté à voir en quoi ce serait bon pour nous d'obéir. Et pourtant... Ça date de quand? De la faute antique d'Adam? Je te laisse le soin d'établir le calendrier. Moi, je m'intéresse... Il y a beaucoup de gens qui ont perdu pas mal de temps à essayer de retracer le moment de la chute dans cette histoire-là. Ah ouais, on n'a pas... Ouais, c'est ça, on a juste 15 minutes, là, donc... Bon, c'est ça. Allons-y au fait. Donc, c'est ça. On parle de leadership. Naturellement aussi, on va voir que dans notre vie commune, dans notre expérience humaine, on vit dans des sociétés politiques, dans des familles, dans des groupes communautaires, dans des milieux de travail également, où il y a une autorité qui s'exerce. Et dans la plupart des cas, en fait, on est appelé à être dans une situation d'obéissance. Parce que dans toute organisation donnée ou dans toute situation sociale donnée, c'est pas tout le monde qui peut décider. Et la plupart des gens sont appelés à être dans une situation d'obéissance, ou du moins à participer au processus, mais à pas être ceux qui vont prendre la décision finale. Et une fois que la décision finale va être prise, ils devront obéir. On a beaucoup de difficultés à faire ça, puis je pense que l'une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de difficultés à faire ça, c'est qu'on a une idée fondamentalement erronée de ce qui est une juste obéissance. Parce qu'effectivement, si obéir, c'est une simple passivité, c'est simplement accepter tout ce qui nous arrive sans y mettre du nôtre, bien, il y a quelque chose de profondément déshumanisant là-dedans. Mais l'obéissance, c'est vraiment comme une action propre qui est d'une grande noblesse. Hein. Si on pense un peu, par exemple, à la vie politique telle que l'ont expérimenté les Grecs à l'époque du siècle de Périclès, là, l'époque dont parle Aristote notamment, l'obéissance et le commandement, c'est deux activités politiques qui sont jugées d'une grande noblesse et qu'on expérimente humainement en alternance. Donc, on parle d'une situation où on parle de la démocratie athénienne, qui évidemment était fort imparfaite, qui avait ses limites qu'on connaît largement aujourd'hui. Mais dans le contexte de la démocratie athénienne, il y avait un processus où tous les citoyens participaient à la vie publique, mais ce n'est pas tous les citoyens qui exerçaient des offices. Il y avait toutes sortes d'offices, des offices militaires, des offices juridiques, des offices exécutifs, par exemple. Et naturellement, c'est une minorité des citoyens qui exerçaient chacun de ces offices-là à la fois. Et dans la vie politique athénienne, il y avait comme une espèce de rotation ou une dynamique où de temps à autre, on se retrouve dans une situation de commandement et de temps à autre, on se retrouve dans une situation d'obéissance. Mais l'obéissance est vraiment comprise comme une activité politique dans le sens où on participe en abandonnant notre volonté au chef à la poursuite d'un bien commun, d'un grand bien qui est impossible d'atteindre si on n'a pas une proportion significative de gens qui acceptent de se mettre dans une posture d'obéissance. Ce que tu dis là est assez loin de la conception qu'on se fait que l'obéissance est une mise en retrait ou une mise à mort même de notre liberté. C'est un acte libre d'acquiescement. James, tu allais dire? Ben c'est ça, mais dans la Bible, hein, obéir, ça veut dire aussi écouter. Puis écouter, c'est pas entendre. Entendre, c'est être passif, mais écouter, ça veut dire entrer librement dans ce que l'autre veut. Oui, exactement. C'est vraiment une action qui, à mon avis, je pense que l'une des choses les plus importantes qu'on a à vivre à notre époque, politiquement, socialement, c'est retrouver le sens de la noblesse de l'obéissance, puis de son excellence, en fait. Des mérites qu'on gagne lorsqu'on accepte de se mettre dans une posture d'obéissance, de participer à des biens qui sont impossibles à réaliser seuls. L'une des raisons aussi, probablement, pour lesquelles l'obéissance est difficile à vivre aujourd'hui, c'est qu'on est habitué, justement, de se concevoir comme des monades, comme des personnes seules. On vit notre socialisation de manière extrêmement individualiste. On a d'abord le souci de se réaliser soi-même, de réaliser notre volonté, d'accomplir nos désirs. On a de la difficulté à concevoir comment, justement, notre projet de vie peut s'intégrer dans des choses qui sont plus grandes. Mais pourtant, on souffre tous, du moins on a tous déjà souffert, je crois, de se retrouver dans une situation où finalement, les grands désirs qu'on porte, là, ils ne sont pas réalisables par une seule personne. On ne peut pas réaliser les plus grands biens de notre existence seul.
Les plus grandes choses dans la vie, on a besoin de les faire ensemble, on a besoin de les vivre de manière communautaire, et c'est pas possible que tout le monde décide de tout en même temps. Il faut être capable de s'abandonner parfois et de jouer le jeu de l'obéissance et du commandement pour pouvoir accomplir certaines choses qui sont des biens communs plutôt que des biens propres. Alexandre Havard. Oui, c'est très intéressant tout ça. Moi, je vois cette dimension qui est qu'en réalité, la vraie liberté consiste à choisir librement les sources d'influence que tu veux pour ta propre vie. Mm-hmm. C'est beaucoup de jeunes souvent confondent la liberté avec la libération de ce qui est social. La licence, comme tu dis, l'individualisme en fait. Mm-hmm. Et en réalité, moi je leur explique, si toi tu n'as pas un plan de croissance personnelle, il y en a d'autres qui ont un plan pour toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre sans un plan parce que tu es un être social par nature. Donc l'être humain, comme tu disais, l'être humain ne peut pas se réaliser sans l'aide des autres, sans des influences extérieures. Donc ça, c'est totalement impossible. C'est comme un poisson qui dit « moi, je veux être libre », et donc il sort de l'eau. Il est libre, mais il meurt. Ben oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, tu peux pas vivre individuellement, c'est pas possible. Un être humain est un être social par nature, et donc il a besoin des autres pour se développer. Et donc sa liberté ne consiste pas à se libérer du socium. Sa liberté consiste à choisir librement les influences qu'il veut pour sa propre existence. Et donc je choisis telle personne, je choisis tel livre, je choisis tel film, je choisis tel type de musique, et je veux que ça m'influence, et ça va m'influencer positivement. Par contre, ces personnes, ces films, cette musique, je veux surtout pas que ça rentre, même, je dirais, que ça rentre en contact avec ma conscience. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des choses qui doivent rester à l'extérieur de mon petit monde. Je vous entends, Alexandre Havard, et je repense à quelqu'un qui me disait on obéit tout le temps, finalement. Il y en a qui obéissent consciemment et d'autres qui obéissent inconsciemment. On finit par obéir au marketing, par obéir à toutes sortes de pulsions, même à l'intérieur. Et d'être un homme vraiment ou une femme vraiment libre, c'est de choisir librement vers et en vue du bien commun, idéalement, en tout cas on le souhaite. James? Ce que dit Benjamin sur la nécessité à la fois d'obéir et pour commander, il y a quelque chose d'un peu de ça, c'est-à-dire qu'on fait les deux, mais ça fait penser une phrase des Saints-Martyrs canadiens, là, je ne sais plus lequel, mais puis je pense que comme missionnaire ou comme évangélisateur, il y a quelque chose de l'activité de leadership par excellence, là. Puis un des Saints-Martyrs canadiens disait que si on veut mener, il faut d'abord se descendre et se mettre à l'écoute des autres avant de vouloir mener les autres, là. Donc, ça me rappelle un peu ça. Ça mène au très bon point, James, ça mène à la question du commandement. Tu l'as évoqué un peu, Benjamin Boivin, au début de ta chronique, mais oui, on pourrait dire, j'aime pas le mot crise parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, là, mais il y a quand même une crise de l'obéissance, là, en tout cas chez nous, à la maison. Mais surtout vers 3-4 ans. Là. Mais dans la société en général, je veux dire, c'est pas très glamour. Là. Ce que tu dis là, c'est très... Il y a des raisons pourquoi. Il y a des raisons légitimes pour lesquelles aussi, je crois, il y a une crise de l'obéissance. Il n'y a pas que des mauvaises raisons. On est également opposé à une forme de commandement qui est viciée et qui nous fait répugner. C'est là, j'allais. Il y a une crise du commandement, mais de l'obéissance, mais il y a peut-être aussi une crise du commandement. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs aspects à la crise du commandement. Je pense que le premier aspect, celui qui explique le mieux aussi pourquoi on a de la difficulté à vivre l'obéissance, c'est qu'on est habitué d'être exposé à une forme de commandement qui est de soi injuste. Et c'est assez normal, en fait, qu'on y réagisse mal. Donc, évidemment, lorsqu'on pense, je parlais un peu plus tôt de la vie politique telle que l'expérimentaient les anciens, là, nous, à notre époque, on vit une vie politique extrêmement différente. On vit une vie politique fondée sur des préceptes, des principes qui sont différents. Je parle un peu depuis tantôt d'Aristote et tout ça. Là. Pierre Manant, philosophe français qu'on a déjà interviewé dans nos pages, a beaucoup écrit sur ces questions-là, des choses extrêmement intéressantes. Donc, nous, à notre époque, on vit dans une relation à l'État où, justement, on est des individus. On ne se conçoit pas d'abord comme comme intégrés dans les familles ou comme dans des groupes sociaux. On se conçoit comme des individus et nous avons besoin de l'État pour réaliser nos objectifs personnels. Et cet État-là, le commandement qu'il exerce sur nous, on a de la difficulté à concevoir qu'il est en vue de notre bien. Parce que justement, c'est un commandement qui a souvent le visage d'un commandement qui est exercé en vue du bien de celui qui l'exerce. Et c'est le propre de l'État libéral que de tenter de satisfaire aux différents
influences ou désirs individuels de l'ensemble de la population, ce qui est un projet impossible. Puis comme on joue à cause du type de société qu'on a, mais aussi du type d'individu qu'on est, là, du genre de citoyen qu'on est, ça nous est assez naturel de voir que ceux qui nous gouvernent le font en vue de leur bien propre ou éventuellement, le plus souvent, en vue du bien d'une partie de la société. Or, un commandement qui est exercé de manière juste en vue du bien commun, il n'est pas exercé en vue de l'individu qui gouverne ou en vue de la caste du groupe social qui gouverne, ni même en vue d'une majorité qui jouirait du pouvoir pour servir son intérêt propre en dépit des besoins et des intérêts d'une minorité. Le vrai commandement, il s'exerce en vue du bien commun. Alors, comme on a comme une perversion de notre philosophie politique qui fonde notre expérience sociale à notre époque, on voit les gens qui nous dirigent. Puis là, je ne parle pas d'individus particuliers. Il y a également de bons dirigeants dans des systèmes politiques contemporains. Là, je ne voudrais pas donner l'impression du contraire. Mais on voit la manière dont le commandement est exercé dans la vie politique, dans la famille. Parfois, il y a des gens qui ont des situations familiales où ils ont vécu une authentique tyrannie. Également dans le domaine du travail, la plupart des gens, le vrai tyran dans leur vie, c'est leur patron. et on voit ça, puis on se dit, nous, on n'a pas envie de subir ça, on n'a pas envie d'obéir à ça, mais on se dit aussi, on n'a pas envie d'exercer ce genre de commandement-là, ce qui fait en sorte qu'on a une crise du commandement. C'est pas seulement qu'on n'a pas envie d'obéir, c'est qu'on n'a également pas envie de commander. Et ceux qui choisissent... reproduire des patterns de domination à nos subordonnés. Hein. Exactement, on n'a pas envie de... On voit ça, la plupart des gens qui... Malgré tout, la plupart des gens, lorsqu'ils voient quelque chose de scandaleux ou qui viole la nature humaine, il y a quelque chose en eux qui clignote, là, on n'a pas nécessairement envie de le reproduire. Et donc, plus on entretient des schèmes ou des mécanismes de gestion, de management, mais également de gouvernement politique ou dans la famille qui sont injustes, qui ont un aspect tyrannique, une dimension d'intérêt propre là, qui est comme poursuivie par celui qui gouverne, plus on voit ça, plus on se dissocie de ça. On n'a pas envie d'obéir parce qu'on a perdu le sens de l'obéissance, mais on n'a aussi pas envie d'obéir parce que ceux qui gouvernent ont perdu le sens du gouvernement. James? Mais j'écoute Benjamin, puis je suis en train de réaliser que je pense que naturellement, la plupart des êtres humains ont une tendance, une bonne disposition à vouloir suivre d'autres quand on voit que ce sont des gens vertueux, en fait. Mm-hmm. Puis qui n'a pas envie de voir quelqu'un qui est vraiment vertueux, qui a une vision, de dire, OK, mais régulièrement, dans l'histoire, il y a des mouvements messianiques, même politiques, où on voit quelqu'un qui va peut-être être un sauveur, régler nos problèmes. Il y a cette inclination-là naturelle. Je suis en train de me rappeler que très tôt, en fait, dans mon enfance, je me suis même révolté contre l'autorité parce que tout ce que je voyais comme modèle d'autorité, c'était justement des modèles déviants, en fait. Ben c'est ça, mais c'est de quoi qui a tendance à arriver lorsqu'on se retrouve dans une situation où les seuls gens qui ont vraiment envie d'exercer l'autorité ou qui sont attirés par l'idée d'autorité ou par l'idée de commandement, c'est des gens qui ont justement dans leur esprit une conception perverse. Et donc, c'est un cycle vicieux là, qui s'alimente dans tout ça et qui fait en sorte que des gens qui auraient de bonnes dispositions, qui seraient assez spontanément, qui auraient un tempérament adéquat, un caractère adéquat, des vertus qu'ils auraient développées dans leur vie, bien, plusieurs de ces gens-là vont se dissocier de l'exercice du commandement par dédain, par aussi une mauvaise compréhension de ce qui est un juste commandement, puis une mauvaise éducation sur ce que ça signifie avoir une relation d'autorité avec une personne. Parce que dans l'autorité, l'obéissance, il y a comme une notion de confiance aussi, j'ai l'impression. Ah oui, c'est une relation qui... Lorsqu'on dit l'obéissance, là, classiquement, ce à quoi on comprend, ce à quoi on pense, c'est se soumettre sa volonté à celle d'un autre. On ne fait pas ça facilement. Là. Ça requiert une certaine intimité. Une intimité qui peut être comme personnelle lorsqu'on pense, par exemple, dans le contexte de la famille, au genre de commandement qu'un parent exerce sur son enfant, là, dont le propos est vraiment de permettre à l'enfant de s'élever, de se réaliser en tant que personne et d'être lui-même capable d'entrer dans le jeu du commandement et d'obéissance comme adulte. Mais ça demande aussi une certaine intimité, une certaine amitié au niveau civique. Puis ça, c'est une chose qu'on a perdue aussi, là. Le sens de l'amitié civique, là, l'idée qu'avec nos concitoyens, on a des relations qui exigent de la confiance et qui ne peuvent pas simplement être réduites à un appareil bureaucratique ou managérial qui, justement, est parfaitement constitué pour reproduire des mécanismes tyranniques, même si, heureusement, puisqu'il y a des gens vertueux à toute époque, c'est pas toujours le cas. Merci beaucoup, Benjamin Boivin. Ça fait plaisir.